We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilité. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. Vous vous apprêtez à entendre une conversation entre deux entrepreneurs qui œuvrent au quotidien pour transformer le luxe en profondeur. Dorothée Contour et Nicolas Freudiger ont fondé respectivement une marque de joaillerie, GEM pour Jewelry Ethically Minded, et d'horlogerie, ID Genève, avec une approche radicalement différente des industries conventionnelles. Le but n'est pas de lutter contre, mais plutôt de proposer une voie alternative exemplaire qui s'appuie notamment sur un sourcing révolutionnaire de l'or certifié Fairmind et de l'acier recyclé. Cet échange a été enregistré en direct d'une soirée dans la boutique GEM au 10 rue d'Alger, dans le 1er arrondissement de Paris. À 2 pas de la place Vendôme, portrait de 2 activistes de luxe qui en parlent les codes pour mieux les réinventer. Bonne écoute! On va vous proposer de poursuivre la discussion de l'impact avec 2 entrepreneurs qu'on a la chance d'avoir et qui sont vraiment des faiseurs depuis plus de 10 ans pour Dorothée et depuis plus de 4 ans pour Nicolas, dans le secteur de l'horlogerie et de la joaillerie, qui sont 2 industries luxe qui pèsent énormément à tout point de vue, aussi bien économiquement qu'en termes d'impact environnemental et social. Et donc moi j'étais forcément hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir avoir ce moment d'échange, leur poser plein de questions sur qui sont en tant qu'entrepreneur, en tant que designer un peu, en tant que citoyen, militant, tout ce que je souhaitais savoir sur leur industrie. J'ai réalisé qu'on n'avait pas toute la vie devant nous et que vous étiez probablement aussi un petit peu impatient cette fin de journée. Et j'ai essayé de réfléchir finalement aux points communs qu'il pouvait y avoir entre ces 2 personnes et vous, et moi. Donc vous qui êtes peut-être des citoyens, des salariés, des entrepreneurs, des investisseurs, des consommateurs de luxe aussi. Et en tout cas, ce qui les relie tous les 2, c'est la notion d'inflexion, le point de bascule qu'ils ont eu un jour, ce déclic qui ont fait qu'ils ont été suffisamment enragés, contrariés par ce qu'ils ont appris ou suffisamment inspirés par des modèles alternatifs pour se lancer eux-mêmes et proposer autre chose. Donc non seulement se lancer dans la création d'une marque différente, mais puisque ce n'était pas suffisamment d'efforts, essayer de transformer l'intégralité du secteur en influençant par l'exemplarité. Et donc ce que je voudrais que... C'est moi qui le dis, Dorothée, pas toi, c'est pas de la prétention. Ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, exactement, merci David, c'est qu'en fait ce point-là, c'est un peu comme un centre de gravité. D'ailleurs la sémantique est intéressante. Peut-être que le centre de gravité c'est le point au-delà duquel on considère que les choses sont suffisamment graves pour agir nous-mêmes. Je voudrais que vous repartiez avec une information qui fasse votre point de bascule, donc soit en tant que consommateur, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que citoyen qui allait prêcher la bonne parole sur le sujet que vous aurez, qu'on aura abordé ensemble ce soir. Je vous propose une discussion en 3 temps. Un premier point sur leurs industries au global, horloge, joaillerie, quels sont les dessous, pourquoi c'est problématique, pour comprendre de quoi on parle et d'où on part. Ensuite, de faire un focus vraiment sur, en pratique, comment est-ce qu'on change le monde avec une marque de luxe. Petite mission que je vous confie. Et puis après, pour avoir de l'impact, comment est-ce que, grossièrement, dans le business, on dit qu'on scale, c'est-à-dire qu'on passe à l'échelle et que vraiment on arrive à faire levier. On dit, alors, différentes théories mathématiques, philosophiques, mais qu'il faut entre 10 et 15% d'individus ou d'acteurs qui changent un comportement pour que l'ensemble d'une industrie bascule. On a un exemple récent dans la fast fashion avec un militantisme depuis plusieurs années de diverses personnes qui a mené un projet de loi qui a été accepté et qui aujourd'hui fait figure d'exemple dans le monde entier. Donc c'est pas impossible et je vous propose qu'on aborde ces sujets ce soir.
Merci Dorothée, merci Nicolas. On va pouvoir passer à la première slide. Direct dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous nous entendez bien, je vais rester debout et essayer de m'exprimer fort. On a un petit temps de Q&A après. Donc avant ça, le vif du sujet, effectivement. Aujourd'hui, on peut entreprendre parce que quelque chose nous dérange et qu'on a envie de changer une industrie, ou simplement parce qu'on a envie de monter une marque et de bien faire. Dorothée, tu vas nous donner la réponse en ce qui te concerne. Mais peut-être avant ça, tu avais fait un constat sur l'industrie que tu cherches à changer, le secteur de la joaillerie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, commenter ce chiffre peut-être, et nous parler de finalement l'or, la filière de l'or, d'où ça vient, qui le travaille, qu'est-ce que ça représente en termes d'émissions problématiques? Merci, bonsoir à tous. Juste avant, je voudrais juste vous accueillir et vous remercier tous d'être là et vous accueillir chez GEM. Je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de faire cette discussion ici et d'accueillir ID Genève. On va vous parler un petit peu plus tout à l'heure de pourquoi on s'est rapprochés, mais c'est vraiment une grande joie pour moi et une grande fierté que vous soyez à Paris avec nous ces quelques jours. Alors pour répondre à ta question, Victoire, non, peut-être que je vais revenir, parce qu'on va beaucoup parler de choses concrètes avec Nicolas et beaucoup parler pas forcément de grands principes, mais par l'exemple ou de nos actions. Je vais juste reprendre peut-être la genèse de GEM, puisque effectivement le démarrage, le lancement de cette marque de joaillerie qui a émergé suite à la rencontre avec l'or. Enfin, la matière, l'or, est vraiment au point de départ de cette envie de créer une nouvelle marque de joaillerie. C'était il y a 14 ans, où, comme il faut que je fasse court, j'explique pas pourquoi, mais à un moment donné, mon chemin et ma vie a croisé Patrick Schein, notamment, qui est ici avec nous ce soir, et j'en suis ravie, a croisé cette filière de l'or, et je me suis... donc l'ONG Alliance pour la mine responsable, et Patrick Schein qui l'a représenté, et qui est à l'origine de l'initiative Fairmine, dont je vais vous décrire un peu les principes ce soir. Et en fait, à un moment, j'ai eu cet électrochoc, ce déclic dont tu parles, qui est une prise de conscience, enfin juste une découverte, une connaissance, parce qu'on n'avait pas de la réalité de l'industrie de l'extraction minière de l'or, qui n'est pas du tout marginale, qui a une grande ampleur, et la réalité des impacts et de la situation dans les différents pays où elle avait lieu, la situation humaine, sociale, environnementale, l'impact local. Et le tableau n'est pas très joyeux, et pas forcément envie de rentrer dans le détail parce que l'objet c'est d'être très positif et inspirant, mais le tableau est franchement pas joyeux, et il y a eu quand même un moment où on se dit il y a une contradiction forte entre cette matière et ce qu'elle génère, enfin ce que le fait de se la procurer génère. L'or étant une matière qui fait rêver dans le monde entier depuis des millénaires, tout territoire, toute culture confondue. Ce pourquoi on utilise l'or. Alors je vais commenter ce chiffre, il y a aujourd'hui 3000 tonnes d'or extraits chaque année, 20% de plus qu'il y a 10 ans. Et sur ces 3000 tonnes d'or extraits, il y en a à peu près la moitié qui est utilisée pour les bijoux et pour l'horlogerie, dans une moindre mesure. L'autre moitié étant en grande partie, après il y a aussi l'électronique et l'industrie, mais l'autre moitié étant en grande partie se retrouve dans les coffres-forts des banques. Mais sur la partie bijoux et horlogerie, je ne fais pas le dessin, un bijou c'est un produit qui fait rêver et qui est très précieux et qui intervient à des moments importants dans la vie des gens, qui crée de l'émotion. Et là, entre ce qui se passe dans les mines et ce qui se passe place Vendôme, il y a un décalage qui, finalement, une fois qu'on s'en rend compte, qui est, à mon sens, qui n'a pas été acceptable. Et le point clé, il a été de prendre conscience d'une réalité, en même temps que de rencontrer des gens fabuleux, certes qui représentaient qu'une petite poignée de personnes, mais qui existaient, et qui travaillaient sur des solutions. Et je pense que le point d'inflexion dont on va parler, il arrive à un moment où il y a suffisamment de solutions qui sont visibles, qui sont promues, qui sont en cours de recherche, mais suffisamment visibles pour se dire, en fait, on peut faire quelque chose, on peut agir, on peut vraiment prendre les choses en main et devenir acteur et moteur d'une transformation qui nous semble nécessaire. Donc c'est pas juste refuser, faire un constat et le refuser, mais c'est se dire comment j'agis et comment je le transforme. Et donc cette solution-là, il s'agissait de l'initiative Fairmine. Enfin, à l'époque ça ne s'appelait pas Fairmine, mais c'est devenu ensuite un label quelques années plus tard, et c'est le nom qu'il faut retenir aujourd'hui.
et dont la mission est de d'accompagner les mines artisanales. On parle là de la mine artisanale, parce qu'il y a aussi les enjeux de la mine industrielle, mais là où il y a le plus de problématiques sociales et environnementales, ça va être sur la mine artisanale. Les accompagner sur tout un programme de transformation de leurs pratiques et de la façon dont ils sont organisés, dont ils ont accès légalement au marché et dont les pratiquent au quotidien, au cœur de la mine, la façon dont ils extraient l'or. Le label aujourd'hui est extrêmement abouti, il y a 150 critères dans le standard qui sont très transparents, vous pouvez les télécharger sur leur site internet, et qui concernent à la fois un volet social, évidemment un volet qui est respect des droits humains, respect des droits du travail, sécurité dans les mines, accès de façon légale, transparente et tracée au marché, c'est-à-dire lutter contre l'utilisation de l'or pour financer le narcotrafic, les conflits armés, le blanchiment, etc. Donc toute cette partie, on va dire, moi que je considère un peu la base, mais en fait on est loin de les respecter dans... Il y a un chiffre que j'ai pas dit, pardon, c'est que 3000 tonnes d'or, ça ne vous parle pas, mais sur ces 3000 tonnes, donc à peu près 15-20%, c'est de la mine artisanale, et la mine artisanale, on parle de 20 millions de mineurs dans le monde. Donc c'est conséquent, il y a une vraie ampleur. 20 millions de mineurs, 100 millions de personnes qui en dépendent directement, qui vivent de la mine. Donc c'est pas anecdotique. C'est aussi pour ça que c'était important, que moi j'ai eu envie d'agir. Et tu me disais qu'il y avait donc 80% d'activités informelles. Oui, je crois que c'est l'ordre de grandeur. Dans la mine artisanale, il y a 80% de... Donc pas nécessairement une très grande majorité de mines en partie illégales. C'est en plein dans le cœur du sujet, puisqu'on parlait de la visite de M. Macron en Guyane il y a 2 jours pour justement dénoncer l'orpaillage illégal, qui est très problématique là-bas et qui est majoritaire. Et là, on parle de la France, donc on va s'imaginer ce qui se passe en Colombie. Donc une partie est illégale et l'autre partie est très majoritairement informelle, c'est-à-dire anarchique et... pour donner quelques images clés, parce que ça parle à tout le monde, la grande problématique de la mine artisanale, c'est l'utilisation incontrôlée et irresponsable du mercure, qui crée de grandes catastrophes sanitaires sur les populations, sur les écosystèmes, sur l'accès à l'eau, etc. Et du coup, j'en reviens sur... en fait, il y avait une solution, donc Fairmine qui changeait les choses, et donc je vais accélérer un tout petit peu. En fait, à partir du moment où on comprend que même si c'est tout petit, on peut agir, on a évidemment envie de participer à ça. Et puis, dans la joaillerie, pour moi, ça faisait très sens, c'est que le bijou, c'est un produit qui est assez totem, qui est porteur d'une histoire très personnelle. Et en fait, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, 10 ans plus tard, avec GEM, c'est d'aller plus loin, c'est de s'engager fortement dans la filière minière et la filière de l'or, mais d'aller plus loin, c'est d'utiliser vraiment toute l'histoire et le storytelling, et on va parler de nouveaux récits du luxe, mais pour incarner cette idée très positive de capacité d'action et de transformation, et du coup de rejoindre un maximum de personnes, un collectif, dans une idée d'un mouvement vers du mieux. Alors changer le monde, je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'on change le monde avec juste l'or, mais en tout cas, si ça peut impulser, si ça peut créer une émulation, c'est vraiment le but qu'on recherche. C'est vrai qu'une des caractéristiques du luxe comme levier, tu parlais de rêve, mais c'est aussi que c'est pas un secteur dans lequel on a envie d'entendre parler justement de ses impacts et de ses chiffres négatifs, et c'est pas le prisme du tout que vous choisissez en termes de communication, donc la culpabilité, parce qu'en plus c'est assez abstrait de se dire les gens sont exploités à l'autre bout du monde, comme dans la mode. En revanche, le fait de proposer des solutions vraiment concrètes, et c'est ce à quoi on va passer, pas trop s'apitoyer et proposer des choses avec lesquelles repartir qui sont positives, ça existe et c'est transformateur et ça fait figure d'exemplarité, on va le voir après, idéalement au sein de plus grandes maisons pour faire levier. Est-ce qu'on peut passer la slide d'après? Alors j'ai choisi cette image à dessin parce que, peut-être nous l'illustrer Nicolas, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur l'horlogerie et ses impacts, parce que s'il y a un secteur encore plus opaque que celui de la joaillerie, c'est celui des montres de luxe. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est super contents d'être là. On a toute l'équipe, Cédric, Gianni, Pierre qui sont là aussi ce soir de la part d'Idées Genève. On est aussi super reconnaissant d'être invité ici. Je pense que je vais répondre à la question, mais j'aimerais bien aussi faire une petite intro. Mais je pense que c'est aussi sur des événements comme ça qu'il y a des rencontres qui se créent finalement. En 2021, avec Dorothée, on a fait un premier panel dans un super festival qui était à la caserne. Et tout de suite, je suis venu lui parler juste après. Et puis on a directement pris sur la discussion sur l'or minier. Et puis voilà, moi j'étais intéressé et j'ai beaucoup vraiment d'admiration pour vraiment 14 ans. C'est beaucoup. Nous, on va fêter nos 4 ans, donc décembre prochain.
c'est vraiment un grand travail d'activisme et de civisme aussi, de proposer une aussi belle joaillerie. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Pour répondre à cette question, donc ID Genève, on est une jeune marque horlogère basée à Genève. ID Genève, donc c'est vraiment la capitale de l'horlogerie internationale Genève, et identité, on est une nouvelle identité du luxe. On veut vraiment faire voyager notre communauté sur des nouveaux mondes du luxe. Et puis là, vous avez une très belle photo, une très belle image qui inspire et qui est aussi donc une image du soleil. Le soleil qui ne nous a jamais envoyé de facture, il faut être très clair là-dessus. Donc pourquoi pas l'utiliser? C'est un peu ça, ce point d'inflexion qui se retrouve dans beaucoup des énergies renouvelables. Pourquoi pas dans le luxe ce soir? J'ai envie de vraiment que, si vous pouvez repartir avec ça, mais de repenser comment le soleil peut jouer un rôle dans l'industrie horlogère. Et donc chez ID, on est très fiers de présenter, on en parlera un peu plus en détail je pense après, on est très fiers de présenter la première montre horlogère de l'industrie qui est faite en acier solaire, donc en acier donc, qui est collecté dans le Jura, qui a justement collecté dans une déchetterie du Jura, et cette déchetterie nous passe leurs déchets et on les retransforme dans un four solaire à Montlouis. On a une empreinte carbone 165 fois plus faible. Alors pour maintenant répondre aussi à ta question sur les impacts de l'industrie, on l'a vu, c'est principalement les extractions minières. Si on regarde le scope 3 pour les spécialistes, si on analyse bien le scope 3, c'est les extractions minières. Aujourd'hui, sur un acier 100% recyclé, on élimine toutes ces extractions minières. Et ensuite, on vient redéfinir un peu le processus de production de cet acier avec ce four solaire. Est-ce que tu peux expliquer, parce que je pense que tout le monde n'est pas familier avec le concept de Scope 3, et peut-être, parce qu'on va en parler après, mais tu vois, l'ACV, la mesure d'impact d'un produit, finalement, très concrètement, et peut-être que toi, tu peux nous parler aussi de ta bascule professionnelle, parce que tu viens pas de ce milieu-là au départ, mais qu'est-ce qui fait que tu vois un chiffre et tu te dis, non, c'est impossible que ça continue comme ça, et surtout, voilà la solution que j'ai envie de mettre en avant. Alors, je vais le prendre aussi peut-être du point de vue déjà positif, Ouais. dans le sens, parce que c'est vrai qu'après on peut avoir un discours très, très poussé sur les impacts négatifs de cette industrie, mais avec Cédric, on est des enfants de l'industrie du Swissmade, c'est-à-dire vraiment on a grandi à Genève, Cédric a commencé son apprentissage chez Vacheron Constantin à l'âge de 14 ans. À 14-15 ans, on s'imaginait de créer une marque horlogère, et puis on l'a fait à 30 ans avec un peu plus d'expérience et de moyens financiers. Mais c'est pour dire qu'on veut vraiment s'assurer que cette industrie aussi puisse être pérenne sur les dizaines, centaines d'années à venir. Mais il y a des enjeux qui sont là. Aujourd'hui, on a envie de trouver des solutions pour ces enjeux. Et on le fait justement de manière circulaire, avec justement la circularité en tête pour ID Genève. Et quelque part, c'est une responsabilité qu'on se donne en tant que marque d'impact natif dans l'industrie. Je suis désolé, j'ai oublié la question exacte. J'ai bien compris que tu ne voulais pas répondre, tu ne veux pas name and shame, alors on va namer personne, mais en tout cas raconter vraiment le dark side de ce qui se fait de façon conventionnelle dans l'industrie. Alors, j'aime pas en fait donner mon avis qui est très biaisé, mais si on regarde les rapports qui sont faits sur l'industrie horlogère, principalement, bien sûr, c'est une industrie qui est opaque par tradition. Nous justement, on est sur une complète transparence sur notre chaîne de valeur. Et c'est une industrie qui a peu de traçabilité finalement sur ses intros. Et moi, ce que j'aime ici voir avec Dorothée, c'est vraiment, on voit l'or Fairmine, on voit comment il est traité, comment il arrive et comment il est transformé finalement. Et c'est dans toute cette transformation, je pense que l'industrie qui est traditionnelle a son côté mystique, et nous on apporte vraiment une nouvelle définition du luxe avec un côté en totale transparence, et je pense que c'est là où on peut avoir un impact. Maintenant, c'est une industrie, on va dire aussi un peu totem, on en parlait aujourd'hui. Comment est-ce qu'on crée ce changement aussi dans cette industrie-là, sachant qu'il y a cette tradition, il y a ce côté mystique où finalement il y a des belles choses qui sont aussi derrière. Mais comment est-ce qu'on établit une transparence aujourd'hui? Ça, c'est un peu le challenge qu'on se met. Mais comment on rend ça désirable, finalement? Je pense qu'il y a aussi, on va reparler de cette désirabilité, mais comment est-ce qu'on rend cette transparence désirable?
Oui, je vais vous challenger un peu sur la façon dont on communique après auprès de ces clients du luxe qui a priori ne sont pas forcément tous sensibles à l'impact. Mais avant ça, on va détailler quand même un peu plus ce que vous faites, les chaînes de valeur dont on parle de transparence et tout ça. Nous, c'est des termes qu'on emploie au quotidien qui nous sont innés aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce à quoi ça correspond. On a abordé rapidement la question du scope et donc de la scellée, on va en reparler parce que c'est vrai que tout ce que vous faites est justement fondé sur des preuves, de la traçabilité, des rencontres humaines et des gens dont vous pouvez vous assurer que ce sont eux qui transforment vos produits. Donc quand tu dis voilà, transparence sur la chaîne de valeur, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est quand on va sur votre site internet, on voit des reportages vidéo, le visage des personnes qui font des choses en circuit court tout autour du Jura et de la Suisse. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Juste avant, est-ce que vous avez une définition personnelle du luxe à me donner ? Et peut-être aussi, je suis assez curieuse de savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer une marque plutôt que de mettre un pied dans la porte d'une grande maison en disant bon, voilà un autre mode d'emploi et c'est celui-là qu'on va suivre. Dorothée, peut-être sur ta définition du luxe, déjà ? Moi, j'allais rebondir sur la deuxième. Ah ben alors vas-y. Tu peux. En fait, je pense que les deux sont importants, mais que peut-être... Enfin, moi, j'ai senti que dans cet ordre-là, ce serait plus efficace. Lorsqu'on démarre du début, from scratch, on a toute la latitude d'action, on a la capacité de construire un modèle et une chaîne de valeur autour de l'engagement et surtout autour de la traçabilité. Parce qu'on emploie beaucoup de grands mots, mais au cœur de nos deux démarches, il y a quand même cette idée de transparence, mais du coup de traçabilité. C'est quelles matières on utilise, d'où elles viennent, je veux savoir exactement comment elles sont produites, quel impact ça génère là où elles sont produites, négatif ou positif, et ensuite qu'est-ce qu'elles deviennent tout au long de la chaîne. Et ça sur chacune des matières qu'on utilise. Et ensuite sur chacun des partenaires avec qui on travaille. En fait, on est très très demandeur d'informations. C'est aussi pour ça que ça a mis pas mal d'années, de temps, avant de lancer des premiers produits. C'était vraiment la construction de cette chaîne de valeur. Et c'est beaucoup plus simple, je pense, c'est pas simple du tout, mais ça semble plus faisable de partir d'une feuille blanche et de construire quelque chose que de renverser notamment une industrie aussi installée que celle dans laquelle on opère et qui est installée en termes de taille, en termes de tradition et en termes de taille d'entreprise. Et voilà, donc en revanche, je pense qu'une de nos missions à nos deux marques, c'est pas du tout de faire les choses en marge des grandes maisons ou en marge c'est peut-être d'ouvrir la conversation et de permettre par des petits exemples et à notre taille très, très humble, parce que là parfois j'ai l'impression qu'on va pas changer le monde nous, mais on innove un peu en permanence, on cherche, on est en questionnement tout le temps, et en fait en nous donnant de la visibilité nous-mêmes, on permet d'engager cette conversation avec les autres acteurs et y compris avec les grandes maisons, et c'est là où ça devient assez fascinant et passionnant parce que je pense qu'on l'a pas encore atteint le point d'inflexion, mais c'est l'objectif qu'on poursuit, et on voit qu'il y a un vrai changement sur les quelques dernières années, et ça c'est hyper encourageant. Donc peut-être l'idée c'est de le faire en deux temps, et pour ça il faut déjà qu'on ait des exemples et une chaîne et un modèle et des produits qui sont hyper inspirants, qui sont désirables, qui sont établis et qui montrent par la preuve que oui c'est possible. Et une fois qu'on marche, et une fois que le public nous écoute et même nous désire sur nos produits, et bien les autres nous regardent. Et c'est un peu le but. Et ma définition du luxe. Je ne sais pas si j'ai une définition du luxe, mais moi ce qui me touche, je ne suis pas quelqu'un qui vient de l'univers du luxe au démarrage. Je viens plutôt de l'univers des ONG, du commerce équitable, vous l'aurez un peu compris, donc on peut se dire que c'est un peu le grand écart. Et d'ailleurs ça faisait partie du déclic aussi, c'est l'envie de réconcilier ces deux mondes, le monde de l'engagement et peut-être un peu de l'activisme aussi, avec le monde du luxe, du désirable, du rêve en fait, et de l'émotion. Et pour moi il n'y a pas de raison que ces deux mondes-là soient complètement opposés. Et c'est encore un peu le cas, le monde de l'impact et de l'engagement boude vraiment le luxe, vraiment. Et le monde du luxe pense que c'est pas vraiment son rôle. Mais je suis pas d'accord. Et je pense que justement le luxe d'aujourd'hui, le nouveau luxe, c'est de se recentrer sur ses valeurs intrinsèques et pas forcément sur la notion de mystère et de secret qui est encore très prégnante, mais peut-être plus sur ses valeurs intrinsèques qui sont la primauté pour l'excellence, pour la qualité, pour le temps long, pour prendre le temps de faire les choses, pour une consommation, une vente de produits qui est raisonnée, qui est réfléchie, qui prend du temps, qui n'est pas impulsive, et où finalement on cherche en permanence à aller plus loin dans l'excellence, et l'excellence ça inclut, il me semble évidemment, les matières premières, tous les gens qui travaillent sur toute la chaîne
sur la chaîne de valeur. Et le luxe, il a un rôle important à jouer dans tout ce milieu du changement et de la transformation parce qu'il est très regardé. Donc on pourrait se dire, ok, c'est qu'une petite partie du monde économique, mais en fait c'est une partie qui est très regardée, qui est consommée par la partie la plus aisée de la population, qui a beaucoup de pouvoir d'impact. Et en fait, il a un rôle important à jouer. Donc je pense que c'est à la fois, quelque part, son devoir, enfin, pas peur des mots, mais surtout, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de créer il est suivi, en fait. Il a le pouvoir d'embarquer. Et voilà. Ok. Nicolas? Vous l'aurez compris, on a une définition assez similaire, donc je vais essayer de ne pas répéter la même chose. Je pense qu'on a eu de la peine au tout début, je pense que c'était intéressant, on a eu de la peine à s'identifier à l'industrie du luxe, des fois c'est même le terme de luxe qu'on mettait en question. Je pense qu'on a envie quand même de fédérer et d'inspirer l'industrie dans laquelle on se situe, c'est un peu aussi notre objectif. Notre vision, c'est de placer l'industrie du luxe au centre de la transition écologique. Donc c'est très très ambitieux. Hein. Sacré challenge. Ouais, donc sacré challenge, mais on veut vraiment le faire. Et donc chaque jour, justement, on met nos convictions personnelles vraiment là-dedans. Et ça peut-être pourquoi finalement on s'est lancé dans cette aventure. C'était vraiment sur ses convictions personnelles de faire changer les choses. Si vous demandez à des entrepreneurs souvent est-ce qu'ils le referaient, ils vont vous dire non parce que c'est beaucoup trop de roller coaster. Mais vraiment, je pense que nous on le fait et je pense que c'est l'unique chose qui nous maintient aussi vraiment côté marque engagée de vraiment y aller et de se lever chaque jour en voulant faire cet impact. Et voilà. Je vais m'arrêter là. On va passer vraiment à la partie concrète de vos actions qu'il faut que tu nous unlock la présentation. Super, on peut passer à la prochaine, merci. Donc ça c'est une courte citation à toi Dorothée. Entrevoir, vouloir et pouvoir. Concrètement, donc tu as cette vision de marque, la volonté de la développer, le pouvoir. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de tes actions au quotidien? Donc globalement, ta marque de bijoux utilise des ressources naturelles qui sont très peu transformées, donc de l'or, des pierres précieuses et de la nacre. La chaîne de valeur est assez courte, donc entre l'extraction et puis ensuite la transformation en bijoux et puis le consommateur. Néanmoins, il y a des choix assez cornéliens à faire entre les différentes options. Donc est-ce que tu peux, peut-être pour ces 3 types de matières, nous dire un peu quelles ont été les alternatives et en particulier pourquoi tu as choisi Fairmine avec peut-être des exemples concrets, vu que tu as visité assez récemment des mines en Colombie avec l'Alliance for Responsible Mining. Ensuite, la même chose pour les diamants et pour la nacre. Exercice de synthèse. Hein. Ouais. Alors, donc là on fait un webinaire. Non, il y a un certain nombre d'entre vous qui ne voient pas, mais c'est un peu tout l'objet de l'exposition du jour et de la soirée, c'est qu'on a au centre, et je vous invite tous à vous promener après, en display le détail de chacune de nos matières, enfin en tout cas des principales matières qu'on utilise chez GEM et chez IDGENET. Donc vous pourrez voir de l'or, des diamants, de l'acier, enfin de l'acier qui sort de la déchetterie, du marc de raisin, vous allez voir tout ça. Mais voilà, c'était important de parler de notre vision, mais c'était important aussi de prendre ce petit moment pour parler de choses très concrètes, ce qui manque parfois. Concernant GEM, ça va être assez simple parce qu'on a 3 matières premières. Pour l'instant, on y a été vraiment étape par étape. Toi, t'en as un petit peu plus. Donc, je vous ai parlé de l'or déjà, qui est l'origine de GEM et vraiment le cœur de notre signature et de notre action au quotidien. Donc, pour le moment, on utilise uniquement de l'or, enfin, on n'utilise que de l'or Fairmine. On s'est vraiment engagé à ce que l'intégralité de notre or soit achetée auprès des mines certifiées. On va acheter notre or directement, de façon désintermédiée, auprès de l'ARM. On a effectivement des contacts réguliers avec les communautés minières, ce qui nous permet d'être en permanence dans l'information, dans le partage d'expériences, dans la réalité en fait voilà, une équipe qu'on a rencontrée il y a quelques mois. Donc c'est important de recréer ce lien parce que finalement tout ce qu'on fait c'est une histoire d'humain, hein, c'est une histoire de personnes. Et on a énormément d'anecdotes qui nous font avancer dans nos convictions, mais aussi vraiment d'informations très transparentes sur ce qui se passe dans les mines et ce qui se passe ici aussi, qu'est-ce qu'on fait de leur or, et c'est un premier point qui est vraiment intéressant et qui est nécessaire à la traçabilité. Donc ça a été aussi un challenge et c'est encore un peu, c'est toujours un challenge pour se développer, c'est de maintenir la traçabilité de la mine jusqu'au bijou final, puisqu'on va du coup façonner nos bijoux d'une façon un peu différente de la façon traditionnelle de faire dans notre secteur, donc en maîtrisant chacune des étapes et notamment en apportant notre matière, ce qui n'est pas du tout la façon de faire. En général, il y a
grands affineurs qui brassent des tonnes d'or, qui fournissent des ateliers, qui ensuite font. Nous, on arrive voir les ateliers partenaires en leur disant voilà, on veut faire un arbre de fonte que vous pouvez voir là-bas, il y en a un en exposition, avec cette grenaille-là que je vous apporte de chez Patrick et de la Colombie. Donc ça a été un premier challenge dont on est fier. Qu'on est fier de respecter aujourd'hui et qui nous permet d'avoir vraiment une traçabilité vérifiée, numérotée, enfin tout est vérifiable dans ce qu'on fait, qui nous permet aussi d'être audité et d'être certifié du label Fairmined. Donc dans tous les bijoux gemmes, vous aurez la signature, le stamp de Fairmined. Et voilà, ce côté jusqu'au bout de la démarche était vraiment importante parce que permet de créer une réelle confiance, d'abord de nous, vis-à-vis de nos partenaires, et aussi du public. Voilà, ça c'était la première grosse étape. Après, quelques années plus tard, donc les premières années, on faisait des collections que en or, un peu particulier, donc ça restait la signature. On a Netflix là, un peu particulier, mais il a fallu vraiment installer ça. Puis quelques années plus tard, on a introduit des diamants dans nos créations. Alors là, c'est une autre histoire. Là aussi, je dis pour le moment, parce que plein de choses peuvent évoluer. Chez GEM, l'idée, c'est de continuer à avancer, à trouver des nouvelles innovations, à trouver d'autres façons d'avoir de l'impact. Donc, pour le moment, on a pris le parti de promouvoir et de défendre ce nouveau diamant qui fait du bruit sur le marché quelques années plus tard, qui est appelé le diamant de synthèse, pour ceux qui connaissent, qu'on préférerait appeler aussi diamant formé en laboratoire, ce serait ou diamant de culture, c'est un petit peu plus clair, mais aujourd'hui en France on appelle ça un diamant de synthèse, le terme international étant lab grown diamond. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, très vite, c'est un diamant qu'on fait pousser hors sol, en laboratoire, qui ne vient pas de la mine, qui est une alternative à l'extraction minière, mais qui, in fine, est quand même un véritable diamant strictement similaire au diamant qui est extrait de la mine. Donc on a deux diamants, différents parce qu'ils n'ont pas la même histoire et pas la même origine, entre le diamant naturel et le diamant formé en laboratoire, mais qui ont exactement les mêmes propriétés. Là, on a trouvé ça intéressant de montrer qu'on pouvait aussi bousculer un marché là aussi très opaque, très établi, et sur lequel on avait, et on n'a encore quasiment pas, réellement de traçabilité et de transparence sur la pratique. Et ça, c'est vraiment le point noir, en fait, qui est en train de marcher, en fait. C'est en train d'être bousculé. Le diamant de synthèse est arrivé en 2018 en France. Depuis 2-3 ans, et notamment la dernière année, les équilibres du marché des diamants bougent vraiment, à tel point que même que les prix chutent, y compris du diamant naturel. Enfin, il y a vraiment un mouvement qui se met en place. Je ne peux pas dire que c'est dû que au diamant de synthèse. C'est un phénomène mondial, hein, le diamant de synthèse, mais quand même, ça a un impact. Et là, en tout cas, si l'objectif, c'est de pouvoir se dire, avec ce diamant-là, on a à la fois une alternative et à la fois la possibilité de dire à l'industrie minière diamantaire, il est temps de se bouger sur le plan environnemental, social, c'est un peu double effet. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Tu veux dire un mot sur les perles, nacre, mais très vite. Donc il y a 2 ans, donc du coup dans 2 ans, alors c'est autre chose, mais il y a 2 ans on a introduit aussi des perles et de la nacre qui va avec dans certaines de nos pièces. Vous pouvez voir dans la salle aussi, avec derrière, je vais aller un petit peu plus vite, mais c'est un nouveau territoire d'engagement parce qu'on a un certain nombre d'actions qui sont liées à la protection des océans et à la restauration des coraux. Là aussi, on est dans le bijou symbole, totem, la perle, symbole de l'océan, aussi un symbole de la beauté et de la magie de l'océan, et aussi une matière très traditionnelle dans la joaillerie, comment on peut l'inverser pour en faire un produit à impact positif qui crée vraiment... parce qu'en fait, en 2 mots, il faut comprendre que déjà d'une part la culture de la perle est très bénéfique pour les écosystèmes. C'est un peu l'inverse de la mine d'or et de diamant dans une mesure aussi, crée beaucoup d'impacts négatifs. Plus on cultive de la perle, plus on préserve les écosystèmes marins. Parce que les huîtres ont des fonctions de filtre d'eau, et parce que pour qu'une culture de perle se développe, il faut 0 pollution, il faut énormément de biodiversité, il faut une barrière de corail, et du coup il y a besoin de tout cet écosystème et de ces nutriments très riches pour que la culture se développe. Et donc, il se trouve que nous, on a aussi rencontré à un moment donné Justin Hunter, qui est un biologiste marin mi-fidjien, mi-américain, qui a fait ses études aux États-Unis, qui est revenu aux Fidji pour justement développer une petite culture perlière de petite taille, très raisonnée, où il maîtrise tout son impact, et en faire, ce qu'il a appelé et qui est devenu un standard dans le Pacifique, en faire un fer de lance de l'économie bleue circulaire. Et donc, en fait, par la culture de la perle, il arrive à lutter contre la pêche au cyanure, contre la pêche intensive, contre la destruction des coraux par le tourisme. Tout est devenu très encadré parce que la perle est devenue la première source de revenus, en plus en respectant le commerce équitable pour les communautés locales.
bon, voilà, je m'arrête là, mais du coup, il y a eu un déclic aussi de se dire, mais ça, c'est fascinant, parce que là aussi, comment on participe à un mouvement qui est hyper positif, et comment on utilise le bijou pour parler de ça. Ouais. Voilà, c'est pas mal déjà, après il y a d'autres choses. Non, mais c'est hyper intéressant parce que de la même manière qu'on peut parler avec le prisme négatif de convergence des luttes en disant avec la lutte sociale, enfin, la justice sociale, il y a forcément la lutte contre le réchauffement climatique, etc. L'effet inverse existe, et donc généralement, quand tu vas t'engager sur un territoire, même avec Fairmind, pour la préservation de l'écosystème, tu vas aussi générer plus d'autonomie économique aux populations locales, évidemment un meilleur accès à la santé ou alors une moindre pollution de leur environnement, etc. Donc ouais, tout ça fait un effet vertueux, cumulatif. Est-ce que, Nicolas, on peut passer la prochaine slide, tu peux nous parler de la matière, vraiment le composant principal de la montre chez vous, donc qui est l'acier. Je précise peut-être, parce qu'on savait qu'on n'a pas trop discuté des postures sur le marché, mais vous êtes une marque de montre ultra luxe avec des entrées de gamme qui vont tacler gentiment les premiers prix de chez Rolex. Voilà, on est sur ce positionnement. Pour autant, la matière première, c'est de l'or, de l'acier issu de déchetterie. Donc il va falloir nous expliquer pour convaincre. Exactement. Non, alors j'aime bien déjà un peu revenir. Je pense qu'on a une petite différence là-dessus sur l'horlogerie. En 1972, Baselworld, qui est la mecque horlogère, Audemars Piguet propose une montre en acier au même prix que l'or minier, au même prix que l'or, vraiment 10 000 francs et 10 000 francs la même montre. 1971, fin de l'étalon or, donc vraiment finalement la monnaie n'est plus apposée sur l'or, donc il y a un changement ici. Le luxe, une marque pionnière, engage cette discussion, et donc aujourd'hui on peut faire des montres en acier finalement qui sont à un certain prix, on va dire. Nous, ce qu'on aime dire derrière, c'est que avec ce prix-là, on vient financer des filières de recyclage en Suisse. On aime l'appeler, alors ça c'est le petit clin d'œil à l'industrie de l'or minier, on aime appeler ça le nouvel or du Jura. C'est un or qui est en fait dans une déchetterie, c'est des déchets qui sont qualitatifs. On utilise uniquement la nuance 44-41, c'est le seul chiffre technique que je vais vous dire aujourd'hui. C'est un acier qui a une polissabilité et une qualité extrême. C'est 40 entreprises actives dans l'industrie du médical et l'industrie horlogère qui nous passent leurs déchets, donc c'est un projet pilote. Et là, on est à Reconvilier, dans le Jura, on est vraiment dans la déchetterie. Et cette déchetterie est partenaire d'une marque de luxe. C'est ça qui est assez intéressant. Même dans la déchetterie, il y en a certains qui portent notre montre. On est très fiers. Justement, on pense que les déchetteries justement, sont pleines d'opportunités à l'avenir. Et sont peut-être aussi les incubateurs à start-up de demain. C'est vraiment, faut pas hésiter en tout cas à y faire un tour parce qu'ils sont super inspirants et ils donnent de très bons conseils. Donc on est parti justement de cet acier, donc on a monté le taux de recyclabilité très haut. On est à 100% d'acier recyclé, un impact 10 fois plus faible sur un acier 100% recyclé et un impact 165 fois plus faible que le standard de l'industrie sur un acier solaire que j'expliquais justement. Ici vous voyez la taille du four solaire, donc c'est pas une énergie solaire donc à travers des panneaux solaires, là on parle vraiment de miroirs convexes qui reflètent les lumières, donc les rayons du soleil, pour directement refondre la matière, et on arrive justement à cet impact moindre, puisqu'il n'y a aucune énergie qui est utilisée pour la refonte. Ici, on peut monter jusqu'à 3000 degrés, on a besoin de 1500 degrés pour la fonte de l'acier inoxydable. Merci beaucoup. On a une slide juste après. C'était pour parler des diamants et d'Anac, mais c'est déjà fait, donc je vous laisserai contempler les bijoux tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres composants, parce que vous avez un produit, donc certes circulaire sur l'acier, qui est vraiment la matière par excellence, qui est recyclable à l'infini, mais il y a tout un travail en fait à 360 degrés sur l'ensemble du produit qui est éco-conçu en intégralité, jusqu'au packaging, pensé donc en circuit court et avec des matières réutilisées. Donc tu peux nous faire un petit détail du panorama ? Volontiers, et vous découvrirez les matières vraiment aussi sur table. On aime bien vraiment être accessible. Finalement, c'est le test pour la traçabilité ultime, c'est de vous les présenter et de vous laisser juger aussi de la qualité de ces intrants. Aujourd'hui, on a un pilier collaboratif chez ID Genève, on aime collaborer parce qu'on va accélérer la transition. Aujourd'hui, on le fait avec différentes startups. Je vais peut-être passer un peu plus de temps sur une startup parce qu'on a la chance de l'avoir avec nous ce soir.
la startup Compare, ici, donc sur la gauche ici du produit. Vous verrez une montre particulière. On a lancé une lab édition l'année passée de 20 pièces. Elles se sont vendues en moins de 48 heures. On est très fiers de cette collaboration et je vais parler un tout petit peu de la technologie qui est derrière. Mais donc c'est un carbone régénératif. C'est une startup, donc une spin-off de l'EPFL. Et on a la chance d'avoir Amael Coades ici de Compare, le CEO de cette startup. On est très fiers de mettre en avant le travail et la technologie, donc une technologie suisse d'avant-garde. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On travaille la fibre de carbone 100% recyclée issue de l'industrie éolienne en Suisse et on la mixe avec leur résine, donc leur résine qui est brevetée sur une auto-régénération finalement du produit. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous avez une pièce qui peut être... il peut y avoir des impacts, des rayures, et avec la chaleur, vous allez venir chauffer cette pièce et elle va reprendre sa forme d'origine. Donc moi, c'est ce que j'appelle, excuse-moi du terme Amael, mais une technologie alien, donc, ouais, mais qui peut être aussi assimilée vraiment à la peau humaine qui finalement s'auto-régénère. Et finalement, on revient à ID Genève, quelle est notre mission dans l'industrie? On veut utiliser le pouvoir du Swiss Made. Ce pouvoir, finalement, où 95% des montres vendus dans le monde entier, au-dessus de 1000 francs suisses, sont Swiss Made. Ça donne vraiment une responsabilité. Justement, on s'adresse à ce top 1%. Et comment est-ce qu'on leur propose des objets aujourd'hui qui sont éco-innovants et qui peuvent mettre en lumière, finalement, les héros du climat et les solutions pour le climat, des solutions concrètes pour étendre la vie du produit. Donc, parce que voilà, la solution concrète d'Amael, c'est d'étendre ce carbone plus de 60 fois, justement, et d'avoir cette réparabilité. Donc, je vous laisserai admirer aussi la montre là-bas. On va en ressortir cette année aussi, plusieurs. Et si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas, il est là ce soir aussi. Donc, voilà. Est-ce que tu veux détailler les autres matières ou on laissera les personnes les découvrir? Mais tu peux nous dire un mot rapidement? Un petit mot juste sur le packaging qui est assez disruptif. Le packaging, on a choisi en tant que marque, c'est un engagement très fort ici, c'est de se dire mais on veut créer des packaging pour performer mais pas pour durer. On est vraiment ici sur le cérémonial. On est une marque de luxe, on veut respecter ce cérémonial du luxe. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? On se pose la question aujourd'hui et on prend l'engagement ID Genève, surtout de la vie de la marque d'ID Genève, de ne jamais vous proposer de packaging finalement que vous allez garder et vous allez accumuler dans votre cave. C'est des packaging qui sont faits à partir de mycélium et d'algues et ces deux packaging sont compostables à la maison. Plus récemment, on a lancé une collaboration avec Noteplat qui était aussi avec nous sur le Change Now, qui est un packaging qui peut se dissoudre dans l'eau en quelques heures. Et vous pouvez l'utiliser pour arroser vos plantes chez vous, puisque l'algue c'est très riche en phosphate, donc il y a vraiment ce côté aussi même fonctionnel post-achat qu'on trouve intéressant et puis on a vraiment des très bons retours là-dessus de la part de notre communauté. Alors, une petite question pour conclure sur cette partie et puis on passera rapidement à la partie scale. Dans tout ce que vous racontez, ce que je trouve assez génial, c'est que finalement le storytelling des marques engagées, il est tout fait. Vous n'avez pas besoin d'inventer des arguments, vous avez juste à ouvrir les portes de ce que vous faites, le raconter comme vous venez de le faire et on peut être assez conquis, en tout cas quand on s'intéresse à l'engagement. Mais il y a quand même toute une frange de cette population consommatrice du luxe, et peut-être la majorité, qui d'une part n'est pas forcément sensible à l'empreinte de ce qu'il ou elle consomme, d'autre part attend quand même justement cette question d'héritage, cette dimension hyper statutaire aussi du fait de recevoir une Rolex ou une Audemars Piguet ou un bijou de telle ou telle marque. Comment est-ce que justement, qu'est-ce que vous répondez en fait? C'est quoi votre argumentaire pour répondre à ces clients? Je t'en prie. Nous, on a bien conscience qu'il y a ce mécanisme, un bien horloger, c'est un bijou. On est vraiment aussi sur la même industrie finalement, où il y a vraiment cette question de bien positionnel. Est-ce que c'est utile d'avoir une industrie du luxe? On remarque que même en crise, on a vraiment une croissance à double digits, comme on dit, dans l'industrie. Donc je pense qu'elle est là pour rester. Le luxe va continuer d'exister. On veut se démarquer de son prochain. Par contre, c'est comment est-ce qu'on finalement on le rend moins toxique finalement, et ça va être très important pour nous. Ensuite, on a la chance d'avoir aussi des investisseurs connus. Donc,
c'est aussi comment est-ce qu'on en crée quelque chose d'autre. En utilisant le même mécanisme, comment on crée au lieu d'un marqueur finalement social, comment on se crée des marqueurs qui sont plus positifs, qui sont des marqueurs environnementaux par exemple. Donc c'est vraiment une question justement de comment est-ce qu'on va positionner la marque. Moi j'aime bien dire qu'on est une jeune marque, je ne laisse pas définir la marque, j'aime, mais qu'on est une jeune marque activiste et engagée. Et on était 3 jours au Change Now Summit au Grand Palais pour montrer aussi qu'on était la première marque horlogère suisse à être avec un stand sur place. Et on a adoré expliquer aux visiteurs quel est le rôle finalement d'une marque de luxe au Change Now. Oui, je pense que tu as la modestie de ne pas la mentionner, mais c'est Leonardo DiCaprio qui a investi dans votre marque Early Stage, donc c'est quand même une posture pour lui hyper forte et pour vous un signal aussi envoyé fort aux concurrents, mais finalement qui peuvent être aussi, plutôt que des compétiteurs ou des gens qu'on oppose nécessairement en termes de conviction, de valeur et de manière de faire, simplement des gens qui ont un petit peu de retard sur les bonnes pratiques qu'on espère voir se répandre demain. Dorothée, est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus ? Oui, en fait, je pense que tout est une question de perception, de définition et d'émotion personnelle. Tu parles de l'importance du statutaire, de l'image et de ce que renvoie telle ou telle marque de bijoux. Le statutaire, il peut changer. C'est pas forcément le statutaire, c'est pas forcément l'historique. Et justement, on participe à ça. Enfin, moi, je vois juste de façon concrète. Je suis tous les jours très proche de ma boutique depuis 6 ans. Je vois des clients tous les jours et je vois comment ils réagissent. Et beaucoup d'entre eux, il y a quelque chose de statutaire, aussi petit, jeune et pas si connu que ça sommes-nous. Il y a quelque chose de statutaire de rejoindre le côté... moi, je choisis un bijou qui soit fait en France, qui soit créateur, qui incarne telle et telle valeur. Et en fait, il y a quelque chose un peu de communautaire. Enfin, nos clients parlent beaucoup de leurs bijoux, parlent beaucoup de la marque, c'est très prescripteur, parce qu'ils se retrouvent en fait dans quelque chose. Ça les empêche pas, ça les empêche pas, d'ailleurs, il y a plein de contradictions et c'est complètement normal, d'ailleurs c'est pas contradictoire mais c'est complémentaire, ça les empêche pas à un moment de leur vie important de choisir Gemme une fois et Cartier une autre fois, pardon pour nommer mais c'est les plus gros symboles. C'est pas quelque chose forcément en opposition, c'est de se dire au travers de cette démarche là qui est une nouvelle joaillerie, il y a ce mot de nouveauté qui est important à la fois dans le design et dans l'approche. Par cette démarche là, je suis dans un peu une nouvelle génération, un mouvement dans lequel je me reconnais et qui va vers l'avenir. Et c'est vrai que la joaillerie plus traditionnelle est assez tournée vers son patrimoine et donc son histoire est assez tournée vers le passé, ce que ça dit de son historique. Et on peut combiner les deux. Et voilà, mon point c'était de dire que le statutaire il est très personnel. Ça me va. On peut passer s'il te plaît. Alors ça, cette fois-ci, c'est une citation à toi, Nicolas. Quand on a de l'impact, on se doit d'être encore plus ambitieux. Donc, monter une marque tchèque, ça fonctionne, c'est en place, c'est pas simplement un projet pilote. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour transformer une filière ? Est-ce que vous avez un plan ? Et est-ce que vous pouvez nous le partager à 5 à 10 ans, en fait, quelles sont vos ambitions et nous dire de quoi vous avez besoin ? Est-ce que vous avez besoin d'être acheté par une grande maison ? Est-ce que vous avez besoin de fonds extérieurs pour développer votre parc en France et à l'international ou pour massifier la communication, sensibiliser sur ces sujets ? Est-ce que c'est une autre logique ? Dites-moi. Je vais commencer peut-être par parler d'une des plus grandes ambitions qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'était vraiment de peut-être travailler avec Leonardo DiCaprio. J'aime bien raconter cette anecdote parce que j'espère qu'elle peut être inspirante, parce que je pense que oui, il faut rêver grand. Surtout si vous faites de l'impact. Parce que les autres marques aujourd'hui actuelles, linéaires, on va dire, ou héritage, sont aussi très ambitieuses. Et donc je pense que d'un côté, on se doit d'être aussi, on se doit de rêver grand. Et puis, donc, peut-être pour l'anecdote, New York Times 2021, on fait notre premier portrait et la journaliste me demande, mais quel est votre rêve, Nicolas ? Et puis là, je réponds, oui, on souhaite d'ici 3 ans travailler avec quelqu'un comme Leonardo DiCaprio. Alors, version américaine, he wants to work with Leo DiCaprio. Là-dessus, vraiment un gap culturel,
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas expliqué les 3 ans? Moi, ça, je vais vous l'expliquer ce soir. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces 3 ans? Nous, on souhaite changer l'industrie dans les 5 à 10 prochaines années, pas les 25 prochaines années. C'est vraiment maintenant que ça se passe. Selon les experts du GIEC, les rapports du GIEC qui nous sont vraiment qui sont un cadeau et vraiment d'information pour nous tous, le plus grand levier de transformation qu'on a, c'est dans les 3 à 5 prochaines années. On avait une discussion avec quelqu'un tout à l'heure, il me disait mais oui, mais chaque année ils vont dire ça. Et oui, mais chaque année c'est vraiment maintenant que ça se passe. Et je pense que ça c'est quelque chose qui vraiment nous motive et qui explique ces 3 ans finalement, parce que dans ces 3 ans, on veut créer de l'impact, et on veut proposer une alternative crédible finalement. Je pense que ça c'est 2 mots qu'on utilise beaucoup chez ID Genève, c'est quelles sont les alternatives crédibles. Aujourd'hui on travaille avec des matériaux qui n'avaient pas leur place dans l'horlogerie, mais aujourd'hui on les met en place et on fait, comme Dorothée a des initiatives incroyables sur la perle, sur l'or minier, on propose ces alternatives crédibles et on les rend disponibles à un public justement, puisque aujourd'hui c'est ça un peu le combat, c'est que si on n'a pas ces alternatives crédibles, comment est-ce qu'on fait? Et même avant ça, si on ne les visualise pas, et c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aborder cette question, mais la dimension narrative, comment tu racontes ce que tu fais et comment tu ouvres la possibilité à une alternative que la plupart des gens n'avaient pas envisagé possible, à savoir mettre de l'acier recyclé dans une montre de luxe. Donc ça, c'est aussi très important. Je terminerai juste sur la roadmap d'ID Genève, justement. Alors, c'est très rare pour le mentionner. Du coup, on a eu un an d'avance quand même sur ces 3 ans. Parce que j'avais dit, donc d'ici 3 ans, on a accueilli Leonardo DiCaprio comme investisseur en octobre l'année passée. On a un an d'avance. L'idée, c'est aussi maintenant de développer ça. En 2025, on a un projet très ambitieux aussi, d'ouvrir un hub d'innovation circulaire à Genève sur notre série A d'investissement. Donc voilà, c'est montrer qu'on a ces différentes étapes qui sont planifiées depuis le début de la marque, depuis le premier financement participatif en décembre 2020. On savait qu'on allait lever les fonds. Donc je pense que c'est aussi d'établir un plan de bataille quand on est entrepreneur et vraiment de s'y tenir et d'essayer vraiment d'aller sur ces ambitions pour l'impact. Dorothée, est-ce que toi tu veux nous parler du futur de GEM? Oui, nous on a vraiment besoin de visibilité. Je pense que aujourd'hui on a déjà une proposition ou une offre qui est assez conséquente. On a envie moi je pourrais passer mon temps à vouloir aller plus loin sur des nouveaux matériaux, sur comment aller plus loin sur les matériaux qu'on utilise déjà, et ce qu'on va faire. Mais il y a un moment, le plus important maintenant, c'est d'avoir de la visibilité pour amplifier le discours. Et donc ça passe par des choses plus ou moins classiques. Leonardo DiCaprio, c'est pas très classique, mais ça donne un bon coup de boost. Donc nous on l'a pas, hein. Non, mais ça passe par de la distribution, ça passe par de la visibilité au travers de nos communautés clients, ça passe par des collaborations, ça passe par des prises de parole comme ce soir. Ce qu'on veut beaucoup plus faire aussi, c'est prendre la parole. Moi j'ai longtemps passé beaucoup de temps sur ma filière, sur ma création, et à faire les choses et pas forcément à beaucoup les dire. Parce qu'il était un temps aussi où parler de luxe et développement durable, c'était beaucoup moins sexy que maintenant. Mais je pense que le next step, et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est d'assumer le fait que finalement, oui, on est des activistes. Et avant, dans le luxe, il y a quand même une culture de la pudeur qui est importante, de la pudeur, de la réserve, et chacun fait un peu les choses dans son coin, de façon encore une fois mystérieuse, mais aussi dans cette idée que c'est du respect, on chahute pas trop, on est très doux. Mais en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que d'être comme ça, certes c'est très respectueux, certes c'est très doux, mais en fait ça avance super lentement. Et là, comme tu disais, on n'a plus le temps, quoi. La planète n'a plus le temps, les états d'esprit veulent changer et veulent voir des solutions concrètes. Donc faut accélérer ça, et pour accélérer ça, la meilleure façon c'est d'en parler. Et donc un maximum d'espace d'expression est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et d'ambassadeur porte-parole. Du coup, je vous propose une action extrêmement concrète pour finir cette discussion. Sur la dernière slide, vous avez, c'est pas du tout sexy, mais des QR codes qui renvoient vers les marques. La moindre minuscule action de soutien, de suivre les gens, les marques sur les réseaux sociaux évidemment, de partager, de s'intéresser aux bijoux, pourquoi pas de les porter et d'en être les ambassadeurs aussi dans la vie réelle. Simplement de relier, comme on a précisé au départ, une information clé que vous avez retenue,
qui vous permettent de faire cette petite bascule. Merci beaucoup pour votre patience, vous avez été exemplaires et merci à vous deux pour ce que vous faites et puis ce partage. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.